Allô, allô? Comment ça Ça va? va bien? Ça va bien? Quoi de neuf? Écoute, j'anime un balado. C'est un drôle là-dedans parce que je fais la caméra puis le son pour un Pour vrai? balado. Ouais, non, ben oui. Ah. Imagine-toi. Donc aujourd'hui, tu as rencontré un vieil ami, vous dirait? Ça faisait... Oui, ben Quelques oui, années. j'ai rencontré Stéphane Drouin. Stéphane Drouin, il est rendu maintenant vice-président achat québécois puis développement économique chez Investissement Québec. Mais avant ça, j'ai travaillé avec lui pendant des années du temps que j'étais en marketing. Donc, j'étais très heureuse de le recevoir avec nous. Fun fact, il a été président de la Balle Molle Québec, Softball Québec Mais oui, aussi. Il fait tout, le gars. on n'a pas parlé. Non, c'était pas utile pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu retiens de ça? Y a-tu un moment particulier que tu te dis « Ah ouais, non, ça c'est bon, ça on met ça sur les médias sociaux, ça va pogner. » Ben moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Premièrement, Stéphane parle beaucoup. Fait que c'est sûr qu'il y avait beaucoup de choses à retenir, mais il y a vraiment plusieurs éléments en place pour accompagner les entreprises d'ici. Il y a plusieurs programmes, il y a plusieurs démarches, équipes, supports, dans le but de favoriser l'achat local. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir un peu l'envers de ce que moi je connais, qui est plus au niveau consommateur. On est vraiment dans le support aux entreprises. J'ai trouvé ça très, très, très intéressant. Fait qu'il y a beaucoup de matière dans cet épisode. Ouais. Extraordinaire. Extraordinaire. Fait que j'espère que vous allez trouver cet épisode extraordinaire. Certain. Bonne écoute. Bon Halloween. Allô, Stéphane. Bonjour, Elfie. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui. C'est vraiment un grand plaisir. Écoute, d'emblée, je vais me permettre de tutoyer parce qu'on se connaît quand même assez bien. Ça serait très gênant que tu le vois. On a travaillé ensemble pendant plusieurs années en marketing. Je sais que tu es une personne qui est super occupée. On s'est connus, en fait, nous, on s'est connus il y a plusieurs années. Mais toi, si je peux me permettre de te présenter un peu pour nos auditeurs qui ne te connaissent peut-être pas, tu as étudié en administration des affaires à l'Université Laval. Tu as ensuite travaillé en marketing de nombreuses années. Je ne dirais pas combien, ça trahirait ton âge. Oui. Donc, tu as eu une agence en marketing, tu as été directeur général du CQCD. Oui. Et puis, même après ça, ou même avant ça, je dirais que tu as accompagné des entrepreneurs aussi avec différents défis. Effectivement, tu as en planification stratégique en coaching, etc. Fait que tu as eu quand même quelques années en accompagnement. Puis après ça, ben là, depuis, je ne sais pas exactement combien de temps, mais tu occupes des fonctions de vice-président achat québécois et développement économique chez Investissement Québec. Exactement. Ce qui fait de toi une personne très occupée. Ben, nous le sommes tous. Nous le sommes tous. Et là, comme tu peux voir, aujourd'hui, pour t'accueillir, c'est l'Halloween. Fait que là, on a mis des bonbons, on a mis une belle petite ambiance feutrée là, pour te mettre à l'aise. Là. Je sais que c'est ta zone de confort. Je suis très confortable. T'es content. C'est mon grand-père Doyon disait toujours, il faut être bien partout, on accroche notre chapeau. Ah. Alors, je suis très content d'être ici. Là, je me sens très bien t'accompagner. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une citation de grand-père Doyon, donc je suis heureuse. Justement, parlons un peu, grand-père Doyon me fait penser au fait que tu as baigné dans l'entrepreneuriat dans ton plus jeune âge. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce passé-là puis de ce qui t'a amené un peu à être la personne que tu es aujourd'hui? Ben merci. Écoute, c'est certain que je suis un Beauceron d'origine et toujours un très fier Beauceron d'origine. Mes deux grands-parents étaient des entrepreneurs en Beauce, donc dont mon grand-père Gustave Doyon, qui est un membre du Temple de la renommée de l'entrepreneurship Beauceron, et mon grand-père Léopold Drouin aussi, là, qui étaient deux entrepreneurs. Donc moi, j'ai vraiment, quand on dit tomber dans la marmite, là, j'ai passé mon enfance soit au garage de mon père et de mon grand-père ou à la boulangerie de mon autre grand-père. Fait que c'est vraiment mon enfance. Puis tout le long, quand j'étais jeune, je disais un jour que je vais faire dans la vie, je vais être en affaires. Tu sais, quand on me demandait, je vais être en affaires. Fait que ça a toujours fait partie de mon plan de match d'être en affaires un jour. Puis, tu sais, j'ai toujours une admiration incroyable pour les entrepreneurs beaucerons et les entrepreneurs québécois. Tu sais, moi, dans les années 80, quand j'ai grandi, c'était les Dutil, les Lemaire, les Pomerleau, les Pellado, donc tous les grands entrepreneurs québécois là, qu'on a vus qui ont formé la génération d'entrepreneurs d'aujourd'hui. Et pour moi, être entrepreneur, c'est un mode de vie, tu sais, ça a été vraiment ça. Puis, ce qui a fait que j'ai eu vraiment l'intérêt, je m'étais dit avant 30 ans, je vais me partir en affaires. Donc, ce qui a fait que j'ai créé à l'époque l'agence SVM, qui a été un beau succès pendant quand même 16 ans. Donc, ça a été ça. Mais ce qui m'a ramené après à travailler en accompagnement en stratégie d'affaires au niveau des entrepreneurs, c'est un peu ça mes origines Beauceron. Parce qu'un jour, je me suis dit, après mon parcours chez SVM, lorsqu'on a vendu l'agence, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai le goût de contribuer? Comment je pourrais avoir de l'impact? Puis quand je regarde le tissu économique en Beauce, c'est rempli de PME. C'est des milliers d'entreprises dans tous les villages et les villes de la région. Et contrairement à des grandes régions où tu as quelques très grandes entreprises,
c'est plus vulnérable. La journée qu'une entreprise fait des mises à pied ou ferme, bien, tu assommes le tissu économique d'une région. Tandis qu'en Beauce, bien, souvent, quand il y en a une ou deux qui ferment parce qu'un secteur va moins bien, bien, les deux autres à côté vont le récupérer. Fait que, donc, ça amène un équilibre dans l'économie québécoise. Puis, je me suis dit, si on peut aider les PME québécoises à prospérer davantage, bien, moi, c'est là-dessus que je devrais avoir de l'impact. Alors, je me suis allé me former à l'époque en coaching d'affaires pour entrepreneurs, puis en planification stratégique pour la PME. Puis c'est là que j'avais amené mon élément d'accompagnement, mais ça a fait naître en moi toute cette volonté-là de faire du développement économique. Donc, c'est pour ça qu'Investissement Québec m'a proposé à l'époque, mon poste était entrepreneur en résidence. Donc, c'était vraiment comme un mandat que j'avais de développer l'achat québécois, mais aussi de travailler avec les PME et travailler avec les entreprises. Donc, c'est toujours le retour au niveau de travailler directement avec des entreprises qui me passionnent tout le temps. Puis là, aujourd'hui, ce rôle-là, qu'est-ce qu'il couvre exactement? Ça doit être assez large. Oui, bien, j'ai Guy Leblanc, le président d'Investissement Québec. Moi, dans le fond, je suis rentré entrepreneur en résidence en février 21. En octobre 21, Guy Leblanc m'a proposé de créer une nouvelle vice-présidence chez Investissement Québec qui fait deux choses, dans le fond, que tout le volet achat québécois. Donc, puis je peux exploser un petit peu plus sur ce que c'est, mais aussi tout le volet développement économique. Ça veut dire comment, à travers tous les leviers d'Investissement Québec, les solutions de financement, l'équité, le capital de risque, l'accompagnement qu'on fait à l'export en stratégie d'affaires, au niveau d'Investissement Québec CRIC, au niveau du virage numérique et technologique, au niveau de l'accompagnement d'achat québécois, etc., l'accompagnement qu'on fait avec les filiales étrangères, comment on met tous ces leviers-là au service de l'économique du Québec. Donc, moi, c'est vraiment d'attacher nos équipes qui travaillent, mieux travailler ensemble au niveau du développement de nos clients, puis mettre des pratiques ensemble. Ça, c'est le volet-là, parce que c'est extraordinaire, tout le 360 qu'on peut faire au niveau d'Investissement Québec dans le développement économique auprès des entreprises. Puis le volet achat québécois, bien, c'est aussi un volet très transversal, parce que à la base, bien, quand j'ai commencé le mandat, c'était en 21, on était dans la fameuse crise des containers là, qu'on appelle aujourd'hui. Mais cette crise-là a eu pour bénéfice de faire réaliser aux entreprises que la chaîne d'approvisionnement qu'on prenait pour acquis était largement vulnérable. On a tiré l'élastique de façon extraordinaire, mais l'élastique nous a pété dans la face quand c'est devenu fragile. Cette fragilité-là des chaînes d'approvisionnement, bien, aujourd'hui, les entreprises veulent diminuer le risque parce que c'est pas juste la crise des containers, ça a été un événement contextuel. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que le géopolitique, ça brasse, puis c'est fragile. La guerre en Ukraine, là, on le voit avec Israël, puis la Hamas, tout ce qui se passe en Afrique présentement aussi, ça a des impacts. L'Amérique du Sud aussi, c'est fragile. Donc, partout dans le monde, il y a du géopolitique, il y a de la tension. Les événements climatiques ont aussi beaucoup de tensions sur les chaînes d'approvisionnement, parce qu'il arrive des événements qui vont briser les chaînes d'approvisionnement. On le voit, le canal de Panama présentement puis le canal de Suez doivent diminuer leur volume de tonnage parce qu'il manque d'eau. Fait que donc, plusieurs impacts comme ça. Puis il y a les éléments aussi de cybersécurité. Il y a plein d'éléments qui menacent les chaînes d'approvisionnement, qui fait que chez Investissement Québec, on a décidé d'offrir vraiment un accompagnement pour les entreprises pour ramener de la production vers le Québec. Donc, on va aider les entreprises qui disent « Moi, j'importe tel intrant de tel pays. Est-ce que c'est possible d'acheter ces intrants-là au Québec? Si oui, bien, comment on fait pour trouver des fournisseurs? » Donc, le travail d'une de nos équipes, c'est vraiment d'essayer de faire de la recherche de fournisseurs et de faire du maillage avec des entreprises québécoises. Puis si jamais le maillage se fait, mais il y a des défis de capacité de production, des défis de productivité ou des défis de compétitivité, bien là, c'est là qu'on est capable de dire à nos équipes d'Investissement Québec CRIC, par exemple, de dire, bien, puis on va aller faire un mandat d'intervention chez telle entreprise parce qu'ils ont des défis de capacité, puis ou des défis de productivité, puis d'aller aider nos entreprises à répondre à ces nouvelles attentes-là. C'est toute une roue qui tourne positivement. Fait que ça, c'est le premier volet qu'on fait. On aide aussi les entreprises, surtout dans les moyennes et grandes entreprises, à dire, bien, si vous avez des fournisseurs qui présentement ont de la misère à vous suivre, peut-être qu'encore là, vous êtes en croissance, il y a des fournisseurs qui ont des enjeux de capacité et de productivité, bien, aidez-nous à les aider. Donc, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont référé, des fois 5, 6, 10 fournisseurs, pour dire, hey, ces fournisseurs-là, c'est des partenaires, mais malheureusement, là, ils sont essoufflés et ils ont de la misère. Fait qu'encore là, on met nos équipes en place, puis ça va tout répondre à la grande mission d'Investissement Québec d'être le catalyseur de la productivité au Québec. Fait qu'on travaille là-dessus. Et l'autre volet, bien, c'est aussi comment on évalue les enjeux et les défis de nos chaînes d'approvisionnement dans les secteurs stratégiques pour dire, hey, il y a des enjeux dans la transformation métallique, il y a des enjeux dans le fibre de verre, il y a des enjeux dans les armes électriques, il y a des enjeux des fois transversaux dans plusieurs secteurs. Qu'est-ce qu'on met en place comme projet
pour être capable de contrer ces enjeux-là, de développer la résilience de nos chaînes d'approvisionnement sur le moyen et long terme. Donc, c'est vraiment 3 volets là, qu'on couvre de façon très grande et très active là, depuis 2 ans maintenant. Wow! Impressionnant. Puis ton équipe, je pense qu'elle a grossi aussi à travers tout ça. Oui, bien, c'est vraiment dans le marathon, il y a des nouveaux membres de l'équipe qui joignent. Donc, on a des conseillers qui s'occupent dans le fond, toute la substitution des importations. On a une équipe qui s'occupe de ça, qui accompagne les entreprises. On a une équipe qui s'occupe de nos chantiers, justement, de renforcement des chaînes d'approvisionnement. Et tout récemment, on a rentré une nouvelle personne qui s'occupe de l'économie circulaire. Parce que il y a beaucoup d'opportunités de valorisation de sous-produits et de résidus au Québec. Mais comment on amène ces sous-produits-là en renforcement de nos chaînes d'approvisionnement? Un exemple qu'on a eu dernièrement dans une entreprise où est-ce qu'on avait l'entreprise fait de l'usinage de très grosses composantes d'acier et lorsqu'elle termine ses jobs d'usinage, il se ramasse une espèce de boîte parce qu'il faut qu'elle arrose puis tout ça. Puis dans ce boîte-là, il y a plein de chips d'acier, de petites composantes d'acier de différents grades. Puis ils sont pas capables de récupérer ça. Puis il n'y a pas personne qui veut le récupérer. Ils sont obligés de mettre ça aux poubelles, donc dans les sites d'enfouissement. Donc, tu crées l'enfouissement inutile. 2, ça coûte des sous à l'entreprise qui doit faire l'enfouissement. 3, tu as de la matière première là-dedans qui pourrait être récupérée. Fait que là, avec Investissement Québec-Cric, on a mis en place un projet pour aider l'entreprise à récupérer cette matière-là, la récupérer, la trier, puis après ça, on va la ramener dans la chaîne d'approvisionnement. Fait qu'il y a plein d'opportunités comme ça, autant dans l'agroalimentaire, dans plusieurs secteurs, d'être capable de faire de la valorisation, puis de renforcer nos chaînes d'approvisionnement, puis en même temps de contribuer au développement durable. Oui, puis tu as même des entreprises comme dans l'agroalimentaire, comme Loop, là, je pense à Loop, par exemple, que son modèle d'affaires, c'est un peu ça. Fait que c'est super intéressant. Y a-t-il des secteurs où c'est... tu parlais tantôt de chaîne d'approvisionnement puis de solidifier les approvisionnements. Y a-t-il des secteurs où c'est vraiment difficile au Québec de dire, moi, je cherche une matière première. Là, au Québec, c'est à peu près impossible de trouver ou de m'approvisionner comme ça? Bien, c'est certain que dans tout ça, il ne faut pas être dans le pays des licornes et penser qu'on va tout rapatrier au Québec puis qu'on va tout... Il y a beaucoup d'entreprises vraiment qui rapatrient des usines vers le Québec, qui ont des usines à l'étranger qui les rapatrient ici. Il y a beaucoup d'entreprises qui rapatrient des composantes vers ici. Donc, ça, c'est super positif. De l'autre côté, il y a des choses qu'on ne sera jamais compétitif, qu'on n'aura jamais les investissements qu'on va devoir faire pour faire ces techniques. Je vais prendre l'exemple des puces électroniques. Toutes les... Bon, bien ça, malheureusement, des usines, c'est des dizaines de milliards de dollars. Donc, on a des facilités, entre autres avec IBM à Bromont, tout ça, mais les grosses usines qui vont s'installer dans l'État de New York, présentement, les gros projets que le gouvernement américain, bien, nous, là-dessus, on ne pourra pas compétitionner avec ça. Par contre, on va regarder comment on peut peut-être fournir des composantes à ces usines-là parce qu'on a des capacités ici. Fait qu'on essaie toujours de trouver des opportunités. Il y a des secteurs, présentement, quand on regarde, avec tout le développement du transport électrique, on a l'allègement des composantes, l'aluminium, la transformation d'aluminium, le fibre de verre. Il y a des enjeux de capacité de production qu'on voit venir à l'horizon, qui sont soit réels ou qui vont venir. Donc, on met des projets en place pour augmenter les capacités. Donc, on essaie de voir un petit peu dans tous les secteurs stratégiques, c'est quoi l'offre actuelle et l'offre projetée, parce qu'il y a des projets d'investissement dans certaines entreprises, mais c'est quoi la croissance de la demande aussi. Fait que donc, on veut voir venir les coûts. Parce que, écoute, si présentement, dans le fibre de verre, on est saturé, par exemple, puis l'augmentation de la demande continue, bien là, on va être juste plus dans le truc dans 5 ans, puis malheureusement, on va importer davantage. Donc, l'objectif, c'est toujours de travailler en fonction de la balance commerciale. Fait que c'est des projets qu'on essaie de mettre en place là, avec beaucoup de résilience. Puis il y a l'autre volet aussi qu'on travaille, mais qu'on un autre gros marathon, c'est tous les marchés publics. Le gouvernement a mis en place le projet de loi 12 sur l'achat québécois, donc un super beau projet de loi. Nous, on a une équipe qui fait la maximisation des marchés publics. Donc, on fait 2 choses. On a une équipe sur le terrain. On est dans 4 régions du Québec. On va être dans 10 régions, 12 régions à partir de janvier prochain. On a des conseillers en maximisation dont le travail, c'est vraiment de faire le pont entre les appels d'offres publics en région et les entreprises de la région qui pourraient soumissionner. Donc, il y a plusieurs entreprises qui ne participent même pas au marché public parce qu'ils ne connaissent pas ça, ils n'ont pas de ressources, ils ne savent pas où aller chercher ça. C'est difficile. Donc, nos conseillers, lorsqu'ils voient, ils font toute la veille des appels d'offres publics avec le SEAO et ils vont identifier, OK, hey, dans mes régions, j'ai 4 entreprises qui pourraient participer. Ils vont envoyer les appels d'offres ciblés aux entreprises, ils vont les appeler, ils vont parler, dire, écoute, voici, as-tu le goût d'embarquer? Ouais, je connais pas trop ça. Écoute, on va t'accompagner, on va t'aider. On va bâtir l'appel d'offres avec toi, donc on va te coacher sur comment faire ton appel d'offres. Et l'objectif, c'est que plus d'entreprises québécoises participent aux appels d'offres publics et plus d'entreprises québécoises en région gagnent les appels d'offres en région. Donc, l'argent circule dans la région.
et d'amener des nouvelles entreprises à participer au marché public. Juste dans les derniers mois, on a une vingtaine d'entreprises qui n'avaient jamais participé au marché public qui ont participé. Donc, pour nous, c'est des beaux gains futurs. Puis le marché public, le gouvernement veut augmenter les achats québécois à l'intérieur des accords commerciaux et des traités qu'on a. Il y a plein d'opportunités de le faire. Fait qu'on travaille beaucoup avec tous la centrale d'approvisionnement du gouvernement, le Conseil du Trésor, les différents ministères qui sont super collaboratifs pour atteindre cet objectif-là du gouvernement. Fait que dans le fond, ce projet de règlement-là, pour les gens qui ne le savent peut-être pas, c'est que pour un certain type d'appel d'offres, dans le fond, une entreprise peut, si elle démontre qu'elle est de valeur québécoise, qu'il y a une certaine définition à ça, peut ne pas être le plus bas soumissionnaire à hauteur de 10 puis être compétitive, dans le fond, dans cet appel d'offres-là. Oui, il y a vraiment, écoute, il y a différentes mesures dans le projet de loi. Ça, c'est la clause de la marge préférentielle. Exact. C'est une clause que le gouvernement est en train d'amener dans les appels d'offres. Il y a des clauses de développement durable aussi. Donc, ça aussi, c'est en train de s'implanter. Donc, il y a plein d'éléments comme ça que le gouvernement a dit, à l'intérieur des traités et des accords qu'on a à l'international, il y a des marges de manœuvre qu'on peut se donner dans nos appels d'offres. Alors là, c'est en train de se mettre en place. Puis l'objectif, c'est pas de payer plus cher, c'est d'aider nos entreprises à être compétitifs. Mais quand il y a plusieurs soumissionnaires, automatiquement, ça améliore la qualité des appels d'offres. Fait que le gouvernement veut justement qu'il y ait plusieurs soumissionnaires pour avoir le meilleur produit au meilleur prix, puis essayer, de la mesure du possible, que ce soit une entreprise québécoise qui se crée. Puis là, tu disais que vous étiez dans 4 régions, bientôt dans 10-12 avec les... C'est ça? OK. Exact. OK, fait que là, pour couvrir l'entièreté du Québec... OK, tu comprends. Donc, la plupart des régions du Québec vont être couvertes. Il y en a qui vont être couverts à demi parce que des fois, des plus petites régions en termes d'appels d'offres publics, donc on va les couvrir quand même, on va être présents. OK, super intéressant. Je voudrais revenir un petit peu sur l'approvisionnement parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu sais, je vois aussi par le biais des produits du Québec que certaines entreprises ont aussi le désir, tu sais, de s'approvisionner localement. Puis ça, c'est super intéressant. Est-ce que tu en as vu beaucoup des entreprises qui ont changé, qui ont dit, moi, ça ne m'intéresse plus d'être dépendant des chaînes, tu sais, de l'approvisionnement extérieur. Fait que je fais ce changement-là parce que ça a été compliqué. Bien, tu sais, la crise, comme je disais tantôt, a vraiment été un provocateur de dire, OK, là, il faut que je repense mes affaires. Tu sais. Le défi qu'on a aujourd'hui, c'est de s'assurer que les gens continuent de penser à l'achat québécois comme une solution viable à long terme pour diminuer les risques de chaîne d'impôt. Donc, on va continuer de propager ce message-là, mais on a présentement à peu près à chaque semaine, je dirais, 10-15 entreprises, par l'entremise de nos collègues de réseau régional ou nos chargés de compte, qui nous appellent, nous disent, hey, d'autres, on aimerait ça reconsidérer des achats de certains intrants au Québec. Donc, on va dire, donc, il y a vraiment un mouvement favorable. Dans le fond, quand tu le regardes de façon mondiale, ce que la crise a fait, c'est que les gens se sont dit, attends une minute, je vais raccourcir ma chaîne d'approvisionnement. Donc, de façon, tu vois, en Asie, l'achat intra-région asiatique, donc les entreprises qui achètent à l'intérieur de la région, est à peu près à 70 %. En Amérique du Nord, si tu prends Québec, Canada, Mexique, États-Unis, l'achat intra-région est à peu près à 30 %. OK. Donc, autant nos équipes d'export travaillent beaucoup avec les entreprises québécoises pour exporter au Canada, aux États-Unis, au Mexique. Donc, il y a plusieurs filières intéressantes, on a beaucoup de travail là-dessus. Mais autant à l'intérieur du Québec, de raccourcir la chaîne d'approvisionnement. On le voit partout dans le monde, le raccourcissement, l'achat de proximité. Donc, quand tu prends l'achat de proximité, oui, ça peut être mon axe Amérique du Nord, mais à l'intérieur de ça, il y a l'axe Québec qu'il faut commencer à prioriser. Puis, beaucoup d'entreprises, tu sais, les gens ont pris pour acquis leur chaîne d'approvisionnement. Ouais. Donc, puis souvent, je parle à différents vice-présidents d'approvisionnement dans plusieurs entreprises qui me disent, ben, tu sais, quand ça va bien, on met en question nos fournisseurs, on négocie, on voit les termes, mais quand ça roule, ça roule. Là, l'intégration de nouveaux fournisseurs, c'est quand même un défi. C'est pas d'intégrer de nouvelles relations d'affaires avec des nouveaux produits que tu rentres dans une chaîne d'approvisionnement, qui rentrent dans une chaîne de production. C'est beaucoup de gestion de changement. Fait que tant qu'à changer, on va s'assurer que ça vaut la peine. Et les gens disaient, bien, on ne remettait même pas ça en question. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on va voir nos intrants stratégiques, puis on va regarder lesquels mériteraient soit d'être rapatriés au complet. Donc, il y en a vraiment qui nous demandent de rapatrier 100 % de la production, puis on est très content de le faire. Mais il y en a qui disent, regarde, moi, je vais me faire une stratégie de redondance. Ça veut dire que je vais prendre des intrants stratégiques. J'ai des bons fournisseurs ailleurs. Mettons, par exemple, j'ai un fournisseur à Taïwan, ça va super bien, ça fait 15 ans qu'on fait affaire avec eux. Par contre, ben, j'ai eu des enjeux de livraison pendant la crise des containers. J'ai encore des défis, puis il y a toujours la menace de la Chine sur Taïwan qui est comme un gros nuage noir. Hein. Ça, nous autres, on a un beau projet de Taïwan que je te parlerai tantôt, là, mais donc ce nuage noir-là, les entreprises disent, regarde, j'aimerais ça me trouver un fournisseur au Québec auquel je vais lui donner 25, 30, 40 % de ma production, de mes achats. OK. Pour me donner une sécurité locale. Pas juste d'appeler quand je fais le prix, là, mais je vais lui donner sur une base constante 25-30 % de mes achats pour bâtir une relation d'affaires, développer une expertise locale,
Et après ça, avoir une sécurité. Si jamais il arrive quelque chose, si jamais j'ai des containers pris quelque part, si jamais la Chine et Taïwan, ça part en guerre, peu importe ce qui arrive qu'on ne souhaite pas, ben au moins j'aurai une sécurité locale, je vais être capable de me revirer. Bon, fait que ça aussi, c'est une stratégie qu'on a beaucoup dans le portrait. Fait que ça permet de substituer des importations aussi locales. T'as-tu, tu sais, c'est sûr que la notion de prix est toujours au cœur, probablement, de la réflexion. Oui. Fait que, tu sais, comme un entrepreneur qui dit, ben moi, je veux bien m'approvisionner ici, mais, tu sais, le coût de ma matière première critique, par exemple, est beaucoup plus élevé. Tu sais, est-ce que vous les accompagnez aussi dans l'étude exacte de ce que c'est exactement le coût? Tu sais, c'est juste le coût de la matière première? C'est-tu le coût du transport? C'est le coût de... Je suppose qu'il y a plusieurs composantes à regarder. Ben effectivement, puis, tu sais, à la base, l'achat québécois, qu'il soit produit de consommation ou produit industriel, le prix est toujours un facteur. Oui. Dans mon échelle de coût, dans mon échelle de décision, c'est ce qui peut faire pencher la balance. Là-dessus, il y a un élément de perception qui est très important. La perception que c'est plus cher. Ah oui. Fait que ça, c'est un élément, pour autant tu le vois dans la consommation, je suis convaincu dans les études que tu as faites. Et on essaie de briser cette perception-là. Donc, à la base, on essaie d'éduquer les gens, de dire, regarde, premièrement, si tu ne le regardes pas, ça se peut que... Tu ne prends pas la peine de le regarder, ça se peut que déjà tu ne le vois pas. Deuxièmement, ben, on a développé un calculateur de coût d'importation. Okay. Donc, c'est un outil qu'on s'est inspiré de ce qui se faisait de très bonnes pratiques ailleurs dans le monde, de pays qui ont fait des initiatives similaires. On calcule le coût d'importation sur à peu près 25 paramètres. Okay. Donc, oui, tu as le coût, les transports, les douanes, les assurances, là, les coûts de base. Mais je vais te donner des exemples qui rentrent là-dedans. Présentement, là, quand j'achète mettons en Chine, par exemple, il faut que je paye mes containers à l'avance. Je paye pas je paye quand je passe mon bon de commande. N'attends pas que tu les vendes, là. Fait que donc, cet argent-là, souvent, ben, est pris dans nos liquidités et dans notre marge de crédit. Il y a quelques mois à peine, quand les taux d'intérêt étaient à 1 c'était pas trop pire. Aujourd'hui, avec des marges de crédit à 7 ça fait un petit peu plus mal. Alors, si tu as un gros roulement de produits, c'est pas trop pire. Puis même si ça prend 3 mois à s'en venir, ben, t'es 3 mois à le mettre sur le crédit, puis là, ça prend ta marge. Mais si ça prend 3 mois à venir, puis ça prend 6 mois à écouler, bien là, ce coût financier-là est important. Fait que souvent, pour la PME, de commander des grosses quantités, c'est un enjeu. Donc, tu as le coût financier. Là aussi, dans ce coût financier-là, il faut tenir compte, il y a des entreprises, vraiment, dans le contexte économique actuel, les liquidités commencent à être plus difficiles. Fait que si tu brûles des liquidités sur des affaires qui s'en viennent pendant 3 mois, puis là, tu sais, ça aussi, ça met beaucoup de pression. L'autre élément, par exemple, qu'on a des entreprises, c'est vraiment des témoignages d'entreprises qu'on a eus, les produits non conformes. Bon, c'est pas vrai que 100% de ce que tu reçois est top qualité, puis ça se peut qu'il y ait des enjeux. Les entreprises à qui on a parlé dans la moyenne nous disent qu'il y a à peu près autour de 10% de produits qui peuvent être pas conformes. 5 à 10% des produits. Qui ouvrent le container, puis disent, bon, ben, je sais qu'il y a 5 à 10% des produits. Ça va arriver probablement aussi avec des fournisseurs locaux. Le défi des fournisseurs étrangers, c'est tu ne peux pas retourner les affaires. Donc, souvent, ça va être long. Tu l'envoies au recyclage et de te faire créditer, c'est aussi un beau challenge. Fait que donc, alors qu'un fournisseur local, ben ton fournisseur local, il va te dire, ben moi, c'est facile, je vais revenir les chercher, je vais les retravailler, je vais te les créditer, on va travailler ensemble, il est local. C'est beaucoup plus facile. Donc, il y a un coût financier à ça. Si tu es obligé de faire un write-off, excuse-moi dans l'anglicisme, mais de le mettre, non, je comprends. De le perdre, bien, ce coût-là n'est jamais considéré d'un coût de produit. Exact. J'ai une entreprise avec qui je parlais il n'y a pas longtemps, il me dit, moi, j'étais très fier de nous dire dans ses bonnes pratiques, il va 4 fois en Asie vérifier ses fournisseurs. Alors, je dis, ça me coûte combien? Puis, il dit, bonne question. Ben, écoute, je calcule ça vite, mais ça me coûte probablement 100 000 par année. Là, tu sais, OK, j'ai dit, le rajoutez-vous dans votre coût de produit? Ben, il dit non. Ben, je dis, moi, je trouve pas ça juste parce que ton fournisseur québécois qui est à 100 km de chez vous, ça va te coûter un Saint-Hubert puis une tank de gaz, ça, tu sais. Fait que, pas tout à fait comparable. Fait que lui, tu as 0 coût, l'autre, tu as 100 000 par année. T'en tiens pas compte. Donc là, tu sais, c'est tous des éléments comme ça qu'on amène, des réflexions, mais c'est un outil qui est vraiment très, 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 très précis dans le calcul. Fait que tu as tous des paramètres comme ça. Les risques géopolitiques sont considérés, les délais de livraison, tout ça, ça rentre là-dedans. Et en bout de ligne, puis j'ai eu un cas très concret dernièrement, une entreprise dans le domaine du meuble qui nous demande, au niveau de pâtes, il achetait des pâtes pour un des meubles qu'il fabrique en Chine. Et lui, quand on l'a challengé, il dit c'est 25 plus cher au Québec, je l'ai regardé. OK, ben parfait. Ils disent, on peut-tu regarder? Oui, on a regardé, puis on a pris les soumissions qu'il y avait, on n'a même pas.
Et on a rentré les coûts dans notre calculateur. Fait qu'on a tout fait la démarche avec lui. On est live sur Teams, on a le calculateur. C'est un fichier Excel super simple à utiliser là, avec des tutoriels. C'est vraiment très, très facile. Puis si les gens ont besoin, on le fait avec eux, mais il est fait pour qu'il soit fait tout seul. Fait que, on l'a fait avec lui dans ce cas-là. Puis là, on rentre les coûts. Puis c'est lui qui nous donne les chiffres. Là. C'est OK, donnez-moi tel chiffre, donnez-moi tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Puis en bout de ligne, on arrive, ça donne 4 %. Là, il y a un petit doute dans son visage, ce qu'on perçoit sur Teams. Fait qu'il dit 4 %, c'est plus intéressant. Ben là, fait qu'il dit on va le refaire. Je te crois pas. Fait que finalement, on l'a refait 3 fois. C'était vraiment, la deuxième fois, là, ça commençait à rentrer. La troisième fois, ça a été garé. C'est vrai, il dit on pourrait-tu le refaire une autre fois? Fait que finalement, et là, quand il a vraiment vu le calcul, puis qu'il regarde en considérant tous les coûts, des coûts afférents, il dit moi, à 4 %, puis tu as exactement raison, il dit moi, à 4 % l'achat local devient, écoute, à cause des risques et tous les autres avantages qu'il y a à acheter localement, ben, je suis bien mieux d'acheter local. Fait qu'il a commencé à transférer de la production suite à ça à son fournisseur, qui croyait être à 25 % plus cher. L'autre élément, je vais t'amener, qui est une autre anecdote que j'ai eue pendant la crise des containers, il y a la notion de valeur. Ouais. Il y a ce que ça coûte, il y a ce que ça vaut. J'ai un président d'entreprise qui m'appelle référé par notre directeur de compte en catastrophe. Là. Tu sais, les gens rappellent, il faut que tu te parles maintenant, fait que je te prends. Il dit, Monsieur Drouin, il dit, moi, j'ai une grosse usine qui roule 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. C'est une très grosse entreprise. Il dit, là, présentement, j'ai des containers de vis qui sont pris au port de Shanghai, puis au port de Vancouver. J'ai aucune idée quand ils vont rentrer. Là, on a 2 semaines d'inventaire. C'est des vis qui coûtent une scène. Et savez-vous ce qu'ils vont me coûter, ces vis-là? Je suis obligé de fermer la production parce que j'en ai plus. C'est ça. Fait que là, on va trouver, ils disent, aidez-moi à trouver un faux salaire, vous avez du monde qui font ça, là. Fait que vous êtes chanceux, il y a un fabricant de vis au Québec. On va essayer de lui parler, puis on va essayer de voir s'il est capable de vous aider. Mais je vous le dis tout de suite, pour lui avoir parlé dernièrement, il va vous dépanner, mais il ne va pas juste vous dépanner. S'il fait affaire avec vous, c'est parce qu'il veut bâtir une relation d'affaires. Il va vous dépanner, mais dans un objectif d'avoir un engagement d'affaires. Il ne dit pas de tout transférer votre production chez eux, mais fait qu'il dit non, je comprends très, très bien. Parce que sinon, ils vont vous vendre des vis à un prix qui ne sont même pas achetables. Mais dans une relation d'affaires, ils vont le considérer. Fait que finalement, on les a mis en contact. Puis il y a une entente qui s'est faite, puis finalement, ben, il y a une entente d'affaires qui roule. Mais moi, c'est la notion de valeur des vis. La vis à Nielsen a commencé à coûter cher. T'sais. Ben, je comprends. Dans un contexte comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut tenir compte, oui, mais tous les risques afférents, on parlait des risques tantôt. Ouais. Ça, c'est ça que les entreprises gèrent présentement. Ils ont comme pris conscience du risque, puis je ne dis pas qu'il faut payer 25 % plus cher. Là. Nous, notre rôle là-dedans aussi, c'est quand on fait de la recherche, comme je disais tantôt, c'est d'identifier les fournisseurs qui sont potentiellement intéressants, puis d'aider ces entreprises-là à augmenter de la capacité, puis à augmenter de la productivité, puis de rentrer, puis dire qu'on va automatiser, puis on va améliorer ton processus de production, puis on va t'aider à couper les coûts, puis on va... Tu sais, nos experts du CRIC qui font ça à tous les jours, là, regarder les entreprises baisser les coûts de revient. Là. Puis si vous faites une trop bonne job là, de maillage, on va avoir un problème que les entreprises ne produisent pas assez? Est-ce qu'il y a trop de maillage au Québec? Bon, je pense pas. Écoute, le potentiel il est encore grand. est encore très, très grand. Puis nos PME québécoises. Puis moi, à chaque fois je vois ça, si je me dis, puis on a eu des dossiers, chaque fois qu'on amène des importations vers les entreprises québécoises, on donne de l'argent à nos entreprises québécoises pour continuer notre virage de productivité. Puis devenir encore meilleur. Pas juste meilleur localement, meilleur après ça pour exporter. Meilleur pour intégrer des éléments de développement durable. Ça aussi, ça va devenir important dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, meilleur pour être meilleur, puis devenir meilleur compétitif localement, mais aussi à l'international. Fait que c'est toute une roue positive de l'achat québécois. C'est pas une fin en soi. T'sais. Puis depuis que tous ces changements-là, ou ton arrivée chez Investissement Québec, là, l'équipe qui grossit, je suppose que vous avez vu une quantité impressionnante de changements qui sont faits. Est-ce que vous le mesurez en termes de nombre de maillages, en termes de pourcentage de productivité? Bien, dans le nouveau plan stratégique d'Investissement Québec, moi, quand je suis rentré, c'était la fin du cycle du dernier plan, donc l'achat québécois n'était pas encore dedans, mais là, présentement, l'achat québécois fait partie directement de notre plan stratégique et il fait partie de nos initiatives stratégiques. Nous autres, nos 3 grandes initiatives stratégiques, là, c'est la productivité, l'innovation, Compétivert, qui est tout le soutien au développement durable, et l'achat québécois. Donc, c'est 3 grands vecteurs. Et l'achat québécois, dans notre plan stratégique, couvre deux dimensions. La première dimension, c'est le dollar de substitution des importations. OK. Donc, on mesure pour chaque dossier combien d'importations vont être substituées vers le Québec. Donc, pour nous, c'est l'impact qu'on a sur la balance commerciale. OK. Donc, si on le mesure, présentement, tu vois, depuis, je dirais, les 2 dernières années, on a parlé autour de 200 millions d'importations qu'on aurait ramenées vers des entreprises québécoises. Wow. Donc, ça peut être du rapatriement d'usine, ça peut être
de rapatriement de production chez des fournisseurs du Québec. L'autre volet, c'est les investissements qui sont faits dans le renforcement de nos chaînes d'approvisionnement. Donc, à chaque fois qu'on aide une usine à augmenter sa productivité, à chaque fois qu'on amène des éléments de développement durable, à chaque fois qu'on automatise, donc chaque fois qu'on a des usines qu'on aide à développer dans la chaîne d'approvisionnement, bien, c'est mesuré dans notre plan stratégique. Fait que c'est 2 vecteurs, puis c'est très transversal dans l'organisation, parce que ça touche toutes les lignes d'affaires, tous nos accompagnements, ça touche tout le monde. Wow! Ben écoute, c'est impressionnant. Ben merci, mais c'est vraiment très stimulant. Je fais un pont avec les marques de certification de produits du Québec. Ouais. Parce que tu as la chance d'être aussi observateur sur notre CA. Fait que tu as aussi une voie privilégiée envers les produits du Québec. Et j'ai même eu le privilège, Elfie, d'être travaillé à l'origine du projet quand les gens du MEIA ont commencé à initier cette réflexion-là sur le projet. Je fais partie des privilégiés qui ont eu à travailler sur rétablir les bases du projet. Donc, Fait qu'il y a un petit peu de toi là-dedans. moi, de le voir, c'est un petit soupçon, mais moi, de le voir aujourd'hui se concrétiser puis de voir le dynamisme qu'il y a autour de ça me fascine à tous les jours. T'sais. Bon, ben merci, parce que ça, je le prends un petit peu. Puis merci d'avoir fait partie de la discussion à la base, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de travail, moi, quand je suis arrivée. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Nous, on a 3 marques. T'sais, on a une qui est sur la conception québécoise, il y en a une qui est sur la fabrication, donc transformation substantielle. Puis il y en a une qui est sur la marque produit, qui est transformation substantielle, puis aussi provenance des intrants. Fait que c'est sûr que quand les entreprises nous décident un peu d'appliquer pour cette marque-là, bien, on regarde la provenance des intrants pour que ce soit à la hauteur de 85 % du produit. Fait que c'est pas toujours, simple à atteindre. Fait que j'essaie de voir s'il n'y a pas dans notre rôle par rapport à cette marque-là, un rôle qu'on pourrait jouer avec les entreprises pour encore les encourager, cette dynamique de maillage-là, les encourager encore plus peut-être à faire des changements auprès d'Investissement Québec, par exemple. Bien, tu sais, moi, quand je regarde les différentes marques d'achat du Québec, c'est vraiment les appellations, c'est vraiment pour moi une gradation, c'est une échelle. Ouais. Fait que chez nous, le rôle qu'on peut jouer avec une entreprise manufacturière qui fait des produits au Québec ou qui en conçoit, bien, c'est de voir comment on peut l'aider dans l'échelle à monter. Fait qu'une entreprise qui est conçue au Québec, bien, nous, notre travail, c'est de dire, hey, écoute, aimerais-tu ça qu'on regarde pour trouver si c'est possible? Si dans le secteur, il y a des possibilités pour produire, fabriquer ce produit-là au Québec et peut-être devenir un fabriqué au Québec. Mmh. Dans l'autre volet, bien, si je fabrique au Québec, mais que mon contenu québécois n'est pas adéquat, bien, est-ce que je peux t'aider à augmenter ton contenu québécois pour passer à l'autre niveau puis à l'autre niveau de produit du Québec? Donc, je pense que nous, là-dessus, c'est là qu'on peut vraiment devenir un élément positif dans toute cette gradation de l'échelle. Je suis d'accord avec toi, puis je me pose une question plus précise sur le secteur du vêtement. Tu sais, j'entends beaucoup dans le vêtement qu'il n'y a plus vraiment de production de masse au Québec. Tu sais, je veux dire, c'est niche. Fait que, tu sais, quelqu'un qui voudrait vraiment produire au Québec, il n'y en a pas d'usine de production. Est-ce que c'est vrai, premièrement? Bien, c'est dans la délocalisation de la chaîne d'approvisionnement qu'il y a eu sur les 30-40 dernières années, où ce qu'on cherchait toujours d'aller vers le moindre coût. Qui aujourd'hui, on réalise encore une fois que c'était peut-être pas, ça a été bon, là, mais c'est peut-être plus à propos. Mais le secteur du textile a été un des secteurs très affectés partout mondialement. Là. Et ce qui reste, c'est beaucoup du textile à valeur ajoutée ou du textile très spécialisé. On regarde, au Québec, on est un des meilleurs au monde en textile de protection. Donc, les vêtements de pompiers, les vêtements etc. On est très, très fort dans tout ce qui est... On a des grandes entreprises québécoises qui sont des leaders mondiaux dans tout ce qui est le textile et le vêtement de protection. Donc, on est très spécialisé, on est très niché. Il y a encore dans le produit de consommation des fabricants québécois. C'est certain que c'est plus les usines qu'on avait. Tu sais, on regarde, pour en nommer un, je regarde Tristan qui essaie qui a des usines au Québec dans certaines catégories de produits. Moi, j'essaie beaucoup d'acheter de cette marque-là, justement, dans ce qu'ils font au Québec. Il y a Poche et Fils qui a ramené sa production de l'Asie vers le groupe Attraction. Attraction, c'est ça, je vais être sûr de dire un peu. Ben, qui fabrique localement. Donc, il y en a encore des opportunités. C'est certain que c'est un des secteurs où est-ce que de penser qu'on va ramener de la fabrication de T-shirts blancs en coton à 3 $, là, je pense que ça se pourrait que ça ne soit pas ça. Mais, par contre, dans du vêtement à valeur ajoutée, je pense qu'il y a des opportunités de soutenir ces industries-là. Fait qu'il faut vraiment regarder de façon stratégique où est-ce qu'on peut gagner. Oui. Puis il y a aussi le consommateur aussi qui est à voir là-dedans, parce que c'est sûr que dans le vêtement, il y a une notion de prix que tu paies pour une consommation rapide, puis prix que tu paies pour garder une pièce de vêtement très longtemps, par exemple. C'est intéressant, le point de vue conso. Je ne suis plus un expert du conso comme je pouvais l'être avant, mais
Tu sais, quand je regarde la génération de mes enfants qui ont 23-25 ans, là, si je les regarde consommer, puis c'est plus la consommation qu'on avait avant. Le développement durable fait partie, l'achat local en fait partie, l'achat responsable en fait davantage partie. Tu sais, je veux pas généraliser ni d'un bord ni de l'autre. Il y a encore du monde qui achète du vêtement jetable à grande quantité parce qu'il y a plein de chaînes qui en vendent, étrangères, puis tout ça. Mais je pense que tout le développement durable va être, puis l'achat responsable va être un des vecteurs de changement d'achat québécois, autant dans les entreprises, autant dans le consommateur. Puis je pense que c'est la génération des plus jeunes qui vont être un gros vecteur de changement là-dessus. Puis toi, personnellement, qu'est-ce qui te passionne, tu sais, personnellement, dans ta consommation, justement, de consommateur au quotidien? Je suppose que tu es très sensibilisé aussi à l'achat local, même si dans certains secteurs, c'est plus difficile. Exact. Bien, c'est ça. Tu sais, c'est toujours un critère de choix très, très élevé sur ma liste. Peut-être plus par mon chapeau d'achat local chez Investissement Québec, mais c'est certain que dans la catégorie de produits, lorsque c'est possible d'acheter local, puis que ce soit dans l'agroalimentaire ou dans plein de catégories de produits, on a des marques incroyables. Là, puis c'est ça que Produits du Québec, pour moi, est un des vecteurs de changement super important parce que ça permet d'identifier ces produits-là. Souvent, tu sais, Elfie, tu faisais référence quand on a travaillé ensemble, tu sais, on était à l'époque des spécialistes du parcours d'achat du consommateur. Moi, j'étais fasciné stratégiquement à comprendre le parcours d'achat du consommateur, puis on le voyait en magasin, le consommateur arrivait, dépendamment des catégories de produits, avec 2-3 marques de référence. Puis là, dépendamment du prix, dépendamment de la provenance, là, après ça, il y avait des facteurs d'influence en magasin. Puis l'achat québécois était toujours en haut de la liste. Mais après ça, tu as le facteur prix, tu as le facteur disponibilité. Mais si tu ne sais pas que c'est fait au Québec en partant, puis on l'a vu, quand j'étais au Conseil québécois du commerce de détail, on a fait une étude, dans le cas du baromètre qu'on avait mis en place, sur la connaissance des bannières québécoises par les consommateurs québécois. Puis, écoute, c'était incroyable. Puis les détaillants, il y en a là, qui ont vraiment fait le saut. Là. Des détaillants comme François Roberge, La Vie en Rose, que les gens pensaient que c'était français. Ben oui. Tu sais, Sale. François Roberge et La Vie en Rose sont une entreprise indépendante. Puis François est très, très sensible à ça. Au contraire, pour moi, c'est un de mes entrepreneurs extraordinaires que je trouve au Québec, qui est probablement le moins connu. Mais Sale, la même chose. Sale, puis les gens ne savaient pas que c'était québécois. C'est certain que Jean Coutu, Métro, c'était plus évident. C'était plus clair. Mais Sale s'annonce aujourd'hui comme détaillant québécois, même dans ses publicités. Tu sais. Ouais. Fait que donc, cette reconnaissance-là, à la base du consommateur en mode d'achat, tu sais, le fil, on l'étudiait, là, la décision d'achat là, est rapide. Là. Fait que si t'es pas capable de repérer ça, dans une décision d'achat qui se prend en 5 secondes, automatiquement, c'est tout ton cadre de référence, tu as le cerveau bien plein d'affaires. Là, il faut oublier ça. Puis c'est bien qu'on parle du consommateur, puis quand l'épisode qu'on fait aujourd'hui va être diffusé, ça va être l'Halloween, on va avoir déjà annoncé une annonce de partenariat avec des détaillants québécois. Tu as mentionné Cell en fait partie, BMR en fait partie, Jean Coutu, Brunet était déjà là, La Vie en Rose, Souris-Mini, et on ajoute aussi JC Perrault et Omar de Serre. Wow. Notre objectif, tu sais, comme tu dis, c'est de rendre les produits visibles dans le parcours d'achat du consommateur, qui n'est pas juste dans un secteur, tu sais, qui est en pharmacie, qui va s'acheter un... Fait que c'est ça l'objectif. On commence. On n'a pas 25 ans derrière la cravate, mais c'est tout à fait l'objectif. Mais ton repère est là. Moi, je regarde une expérience très personnelle. On a acheté des meubles de chambre à coucher il n'y a pas si longtemps, puis quand on a magasiné, on s'est dit, il faut acheter québécois. Puis, heureusement, le détaillant, à l'époque, marquait en écriture le produit du Québec. Là, il marquait, puis c'était pas, le programme n'était pas adhérent au programme, puis ce détaillant-là va bientôt faire partie de chez vous, tant mieux. Mais on a acheté des meubles de Mobican, qui est un fabricant incroyable. Écoute, non seulement c'est une entreprise magnifique en termes de productivité, d'automatisation, des entrepreneurs extraordinaires, relève d'entreprise, mais qui fabrique des produits de haute qualité fabriqués au Québec. Mais si j'avais pas vu ça dans le magasin, j'aurais jamais su que cette marque-là était québécoise. Fait que de donner ce repère-là, puis bravo aux détaillants qui prennent le leadership de le faire, parce que ça part par le point de vente. Aussi, on l'a fait pendant 15 ans ensemble, le chez SVM. Ouais. Le consommateur, en bout de ligne, en magasin, s'il ne voit pas le repère, c'est pas vrai qu'il va aller faire du pré-magasinage, un site web pour dire c'est quoi les marques québécoises. Puis il n'y a pas le temps de faire ça. On est tous super occupés. Quand il arrive en magasin, si ça fait partie sur son radar, de son référence, bien, c'est là que sa décision va se prendre. Et c'est là que toute l'équation de valeur de le détaillant qui met le programme en valeur, les marques qui adhèrent au programme, puis là, c'est tous ces morceaux-là qui s'attachent ensemble qui vont faire que le consommateur, bien, les consommateurs qui, dans leur échelle de décision, l'achat québécois fait partie de l'échelle, bien, ils vont aller vers ces marques-là. Puis il y a des catégories de produits, tu sais, on a parlé de prix, mais il y a des catégories de produits pour lesquels je n'ai pas un prix en tête. Je ne fais pas un prix comparable. Je vais acheter un lit. Mais quand j'ai acheté un lit, j'avais une braquette de prix.
Bon, on va acheter un lit autour de tel prix. Je sais que la gamme de produits que je regarde, c'est dans tel prix. Après ça, là, c'est tous des produits comparables avec une échelle de prix. Là. J'étais à plus ou moins 200$. Là. Fait que là, le prix, c'est plus le facteur. Là. Dans cette échelle de prix-là, j'ai des marques, j'ai des produits. Bon, mais dans le meuble, ça va être un super facteur d'influence. Ben, moi, ce que je vois aussi comme défi qu'on a peut-être, c'est que le consommateur le sait, là, que acheter québécois, ça a un impact positif pour l'économie québécoise. Acheter québécois, ça a un impact positif sur l'écologie parce qu'on sait qu'on émet moins de gaz à effet de serre et tout ça. Mais ça reste un peu intangible. C'est quoi avoir un impact sur l'économie québécoise? Fait que, d'arriver à rendre ça un peu plus concret pour un consommateur. Moi, j'achète ce produit-là. Ça veut dire quoi exactement? Qu'est-ce que ça permet de faire? Puis je pense qu'il nous manque encore un peu de matière derrière tout ça. Bien, c'est drôle. Puis je te parle de Mobica parce qu'entre autres, non seulement j'ai acheté un lit chez Mobica puis un set de chambre à coucher, mais dans notre tournée productivité qu'on fait à travers le Québec, on visite 35 villes au Québec depuis l'année passée. On est en tournée, on était à Boucherville cette semaine pour parler de productivité puis du virage à productivité. On avait 140 entreprises présentes à Boucherville à notre événement, puis on explique c'est quoi le virage en automatisation, puis en productivité, etc., en innovation. Puis Mobica fait partie des vidéos qu'on présente comme des cas de succès d'entreprises québécoises pour qui l'automatisation a pris vraiment un impact important sur le développement d'entreprises, puis leur compétitivité, puis leur productivité, puis l'innovation, etc. Ouais. Puis, mais quand je vois le vidéo, pour moi, ça me réconforte dans mon achat de consommateur. Puis peut-être, effectivement, on doit mettre plus en valeur l'arrière du rideau de ces entreprises québécoises-là pour voir l'impact. Géographiquement, parce que dans l'achat local, c'est local. C'est local dans ma cour, c'est local dans ma région, c'est local dans ma province, dans le Québec. Fait que ce local-là, il prend différentes dimensions, puis peut-être que cette dimension-là, elle peut être exploitée. Les producteurs agricoles, je me souviens, c'est-tu IGA qui avait fait un programme au métro? Oui, les incubateurs là, qui font... Tu arrivais en magasin puis tu avais la fiche du producteur. Du producteur. Tu parlais de ça. Je ne sais pas c'est lequel. Je pense que c'est Métro. Je ne sais plus lequel. Peu importe, je trouvais que c'est un super beau programme parce que là, tu voyais, là, ça venait de la ferme XYZ qui se situait à Saint-Clinclin de telle ville. Puis là, tu voyais le producteur puis tu avais un petit descriptif. Je trouvais ça le fun parce que ça me permettait de voir c'était qui. Fait que la même chose au niveau des produits fabriqués au Québec, je pense que de comprendre que Lavo, qui est une belle entreprise innovante qui a développé des produits extraordinaires, c'est fabriqué dans notre cour ici à Montréal, puis ça emploie beaucoup de monde de la région, puis c'est une belle entreprise qui exporte. Puis donc, c'est important de mettre ça en valeur. Je pense nos marques de façon plus tangible, de raison. Puis, tu as parlé à quelques reprises dans ton discours de productivité, de changement, d'automatisation. C'est tous des mots sont un peu nécessaires aussi, là, si tu veux augmenter un petit peu ta cadence en tant qu'entreprise. Comment ça se passe? Est-ce que les entreprises sont à peu près tous rendus là? On est-tu encore dans un discours où il faut qu'on convainque les entreprises qu'il faut investir dans l'automatisation? On a encore, ça se résorbe tranquillement, mais on a un retard de productivité important. Moins important maintenant par rapport à l'Ontario, encore assez important par rapport aux États-Unis et très important par rapport à l'Europe. Donc, c'est pour ça que le premier ministre Legault, dans le mandat qui a été confié à Investissement Québec, une de nos missions, c'est vraiment de contribuer activement à l'augmentation de la productivité. Ce qu'on voit présentement, c'est le cas. La productivité au Québec augmente de façon vraiment très, très significative par rapport au reste du Canada et par rapport aux États-Unis. Donc, c'est bon signe qu'on est en train de rattraper. Mais le virage est encore à faire. J'étais dans une conférence la semaine passée, puis je vais me permettre une petite analogie. Les plus vieux à l'écoute vont se souvenir de Jean-Marc Chaput, ce grand motivateur québécois de l'époque. Quelle fille, je te vois les yeux, puis je te dis, pas sûr quelle fille. Jean-Marc Chaput était le premier motivateur au Québec. Moi, je l'ai vu encore pas longtemps avant qu'il meure, 80 et quelques années, encore en train de faire des conférences. Il y a tout un personnage très coloré, mais Jean-Marc Chaput disait, quand il y a une parade, il y a 4 personnes dans la parade. C'est pas une grosse parade. Il y a lui qui est en avant de la parade, il y a lui qui est dans le milieu de la parade, il y a lui qui est en arrière de la parade, puis il y a lui qui revient quand la parade est finie puis qui ramasse les déchets. OK. Puis le virage numérique, le virage de productivité des entreprises, l'automatisation, l'innovation, etc., c'est une parade dans laquelle il faut que les entreprises embarquent. Le défi qu'on a, c'est que cette parade-là s'accélère de plus en plus. Et le problématique, c'est que si tu ne fais pas les investissements aujourd'hui, le rattrapage que tu vas avoir à faire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, il va être encore juste plus grand. Puis à un moment donné, le saut va être trop grand. Et le défi de nos entreprises québécoises, c'est vraiment d'accélérer leur embarcation dans la parade. Et on le voit beaucoup.
pour ça qu'on fait notre tournée à travers le Québec, nous, parce que continuer de... Puis je le voyais, il y avait, sur les 140 entreprises, il y en avait une centaine qui avaient des projets de productivité, d'automatisation en marche. La pénurie de main-d'œuvre, là, on parle beaucoup des travailleurs étrangers, c'est une des solutions, là, mais c'est pas la solution. Dans les 10 à 20 prochaines années, le taux de remplacement des gens qui partent à la retraite est de 0,8. Donc, pour chaque personne qui part à la retraite, il en manque 0,2. Pour chaque 100 personnes, il en manque 20. Fait que donc, ce retard-là ne va pas se combler. Puis là, les 80 qui restent, ça veut pas dire qu'ils vont aller travailler dans ton secteur. Là. Non. J'étais dans une entreprise qui a justement changé, qui a automatisé une partie de son usine, puis c'était une tâche vraiment à zéro valeur ajoutée. Là. C'était prendre le produit, le regarder, le remettre sur la ligne, puis c'était vraiment du contrôle de qualité de produit. Puis les personnes, la moyenne d'âge sur cette chaîne était vraiment en haut de 60 ans. T'sais. Des gens qui étaient là depuis 25-30 ans, qui ont fait toute leur vie, puis regarder chaque produit. Mais qu'aujourd'hui, tu peux automatiser. Donc, eux, ils ont travaillé de l'intelligence artificielle puis de l'automatisation, puis maintenant, il y a des capteurs vidéo, puis c'est fait tout en vidéo, puis tout un système extraordinaire. Ça n'a pas coûté une fortune, puis ça a permis de faire une belle job. Mais la madame qui travaillait sur cette ligne-là, maintenant, elle travaille devant un panneau de contrôle, puis elle dit, moi, je suis encore pas de 10 ans, c'est tellement facile aujourd'hui. Mais sauf que le patron, il dit, c'était pas ça mon problème. Je suis plus capable de recruter du monde pour faire ça. Qui veut faire ça en journée longue? Ils essaient de dire à un jeune de 20 ans, bien fait. Fait qu'il est là l'enjeu. Fait que ce virage-là, il n'est pas seulement une réponse à la compétitivité, mais une réponse à la pénurie de main-d'œuvre. Il y a une réponse. C'est une réponse. Puis l'entreprise, elle, qui arrive d'Europe, qui vient vendre au Québec, ou qui arrive des États-Unis, puis qui veut venir vendre au Québec, c'est plus compétitif que toi, puis tout est moins. À un moment donné, tu seras plus capable de compétitionner. C'est quoi les freins des entrepreneurs à vouloir faire ce virage-là, justement? Beaucoup d'incompréhension. Okay. Tu sais, de dire, ça a l'air gros, ça a l'air des gros projets, alors que souvent, il faut commencer par nos équipes d'investissement québécois qui sont extraordinaires pour faire ça, faire un diagnostic d'opportunité, établir des petits projets, c'est la théorie des petits pas. Donc, souvent des gonfles à ballon un peu. Là. Et l'autre élément, c'est le manque de ressources en PME. Tu sais, j'ai visité une entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean où est-ce que la secrétaire me reçoit à l'entrée, elle dit, ça ne sera pas long, monsieur Hôtel, il va venir vous voir, attendez ici. Fait que là, elle m'installe dans la salle de réception. Il arrive en chienne, toute plein d'huile. En train de faire son... Puis là, il dit, puis c'est une entreprise de 25-30 millions de chiffre d'affaires. Ah, quand même, hein? Il dit, je m'excuse sincèrement, c'est parce que mon directeur de production est présentement en train d'aider mon gars de maintenance à remplacer 2 gars qui sont pas rentrés sur la ligne de production. Fait que là, ils ont une machine qui est brisée, c'est moi qui est en train de faire la maintenance en dessous de la machine. Puis il dit, by the way, c'est moi qui fais aussi le projet d'automatisation. Fait que le manque de ressources dans les organisations, c'est aussi une frais, c'est des gros projets, fait que ça prend beaucoup d'accompagnement. C'est un tour on fait au CRIC. Mais c'est ça. Fait que c'est les ressources. Après ça, c'est trouver les bons équipements. Donc, il faut être accompagné de ces projets-là. Puis financièrement, c'est aussi des gros investissements. C'est pour ça que le gouvernement met en place un programme SR qui est un super beau programme pour aider les entreprises à faire le virage. Donc, il y a de l'aide financière, il y a des termes de financement avantageux. Investissement Québec aussi amène beaucoup de financement là-dedans. Mais il n'y a plus de bonnes raisons de ne pas le faire. Maintenant, c'est juste de se mettre en marche. Tout est là, l'argent est là, l'accompagnement est là, les ressources sont là. Puis c'est drôle parce que mon collègue François Gingras, vice-président au CRIC, disait quand une entreprise le fait, ils ne reviennent plus en arrière, puis ça devient addictif. C'est que là, ils font un projet, puis un autre projet, puis un autre projet, puis un autre projet. Ben oui, ils voient le gain rapidement, voilà. Puis... Tu sais, c'est pas... Puis aussi, c'est pas plug and play, là. Il faut d'avoir une certaine résilience, parce que tu vas faire le projet, puis là, tu implantes, puis là, OK, il y a des... OK. On parle de combien de temps, mettons? Ça... Variable. Je suis pas assez expert pour te dire, ça dépend probablement des types d'automatisation, mais tu sais, j'ai visité une entreprise... dans la région d'Avelueville qui fait des lits. Ils ont automatisé, entre autres, l'entreprise qui fait la section qui faisait les bases de lits. Avant, il y avait 4 personnes qui faisaient peut-être mettre les montants, mettre la planche, puis là, visser ça. Aujourd'hui, ils avaient automatisé ça. Tout simple, c'était une opération très simple, des robots qui faisaient ça, mais il dit, les 3 personnes que j'avais là, j'en ai un opérateur qui fait ça maintenant. Les 3 personnes maintenant, ils sont ailleurs dans l'usine, travaillent, il y a des tâches à valeur ajoutée, puis je sors 10 fois le volume que je sortais avec une personne qui avait 4. Fait que tu sais, ça prend pas des gros projets. Puis là, il dit, là, tu vois, il y a des espaces pour 3 autres robots qui s'en viennent. Fait que dans l'achat québécois, je reviens à ça, il faut que nos marques soient compétitives. J'entends quand même, je suis sensible à ce que j'entends par rapport au fait qu'il y a plusieurs entreprises qui ont soit changé leur offre ou soit se sont créées pendant la pandémie, puis là, ils disent que l'achat local, c'est assez sourd. Tu sais, le consommateur n'est plus nécessairement au rendez-vous. Penses-tu que c'est vrai, toi? As-tu cette perception-là? C'est toujours...
l'achat local est toujours à la merci de d'autres éléments. On disait tantôt, il y a plusieurs critères d'achat, que ce soit au niveau industriel, que ce soit au niveau consommateur, même au niveau du gouvernement. Je pense pas que ça c'est ça. C'est certain que si, dans un contexte économique plus difficile, il y a probablement des groupes de population qui, financièrement, qui c'est plus difficile, qui ça se maintient, que c'est plus difficile. C'est certain que dans mon panier d'achat, il y a peut-être des choses que je peux me permettre aujourd'hui. Fait que si dans mes achats québécois, j'avais des produits de niche à valeur ajoutée ou des produits plus spécialisés, ben ça se peut que dans ces catégories-là, je vais couper, puis par rebond, l'achat québécois va être. Si j'arrive en magasin, puis oui, j'étais sensible à l'achat québécois, mais là, je suis plus sensible à la valeur de mon panier parce que pour mon 200 $ d'épicerie ou mon 200 $ d'achat que je vais faire sur telle catégorie de produits, ben mon élastique, là, il est au bout. Là, ben là, malheureusement, ça se peut que si mes marques québécoises sont un peu plus chères, ça se peut que dans la balance, des fois, ça va arriver. Je pense que moi, ça n'empêche pas qu'il faut continuer de promouvoir, et je reviens là-dessus, les consommateurs, ça fait partie encore de leur critère d'achat. Puis, si on leur donne l'opportunité de voir les produits en magasin, si on leur donne l'opportunité au moins d'avoir, donnons-leur la capacité de décider. Je suis d'accord. Alors, présentement, j'arrive devant une tablette, j'ai 5 secondes. J'ai pas la capacité de faire ce choix-là, je le ferai pas. Si j'ai la capacité de faire le choix, ça se peut qu'il y a des consommateurs, c'est pas tout, mais il y a des consommateurs qui vont prendre une petite pause, qui vont intégrer le critère, qui vont peut-être dire « Ah, ben, tu sais, regardez ça. » On va le faire régulièrement dans nos achats, tu sais. Ou je savais pas qu'il était québécois, celui-là. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais c'est là que ça devient. Fait que si on donnons, puis c'est là que Produits du Québec, moi, je trouve que c'est un vecteur de changement extraordinaire, ça donne la capacité aux consommateurs de faire une décision. Notre calculateur de coût d'importation qu'on met en place, ça donne aux entreprises une capacité de faire des décisions. La capacité d'identifier des fournisseurs au Québec, ça me donne la capacité de décider. On va lancer prochainement un calculateur de GES de transport d'importation. Donc, l'entreprise va pouvoir dire, bien, moi, j'importe quelque chose qui part de Shanghai, qui s'en vient à Drummondville, puis je regarde pour un fournisseur qui est à Québec, qui s'en vient à Drummondville, je vais être capable d'avoir le comparable des GES, puis si je fais le choix, combien de GES que je vais économiser. C'est pas présentement le développement durable, un facteur qui est en haut de la liste parce que j'ai plein d'autres éléments au niveau coût, au niveau de ça, au niveau de ça. Mais éventuellement, ça va le devenir. Mais ça commence à l'être. Mais c'est un facteur d'influence, de décision pareil, parce que je me dis, tabarnouche, si je change un fournisseur québécois, je vais diminuer mes GES de X. Et puis là, hey, c'est vraiment important. Puis là, ben, donc, c'est des facteurs, pour moi, c'est de donner la capacité aux gens, consommateurs de l'industrie, de prendre les bonnes décisions, même au gouvernement au niveau des programmes qui se mettent en place. C'est vrai, tu as raison. Écoute, c'était super intéressant. Tu as couvert plein de choses avec moi. Je n'offre pas cette chance-là à tout le monde, mais veux-tu me poser une question? Je vais être là pour y répondre. Je vais te poser une question, mais je te donnerai ma réponse après. Non, mais parce que tous les deux, tu sais, t'es rentré dans cette aventure-là, tout ton bagage d'expérience extraordinaire, puis moi, je suis vraiment content de voir tout le travail que tu fais, puis les partenariats que tu annonces avec les détaillants, c'est un gros vecteur important, puis bravo, c'est vraiment un gros élément de succès. Puis je pense que c'est le prochain jalon d'accélération du marathon, là. Peu importe dans le délai. Le délai, il est pas pertinent, mais tu serais fier d'avoir accompli quoi en bout de ligne de ce parcours-là de Produits du Québec? C'est une bonne question. Dans le sens où je pense que la visibilité est importante. Elle est importante parce que le consommateur va être mieux outillé pour faire des choix, puis elle va faire en sorte qu'on va devenir assez intéressant pour avoir une grande masse d'entreprises qui décident d'aller chercher leur marque de certification. Puis la mesure de visibilité, elle est difficile parce qu'actuellement, on en fait des sondages qualitatifs, quantitatifs, tout ça, mais il reste qu'une fleur d'Elysée avec produit du Québec ou conçu du Québec ou conçu au Québec ou fabriqué au Québec, c'est quand même des choses déjà vues du consommateur de différentes façons. Fait que je trouve que c'est difficile d'avoir une vraie mesure, de dire c'est vraiment cette marque-là, parce que cette marque-là, ces 3 marques-là, pour être plus précise, il y a un processus de vérification derrière. On est une coche de plus, si je peux me permettre, de juste déclarer que la provenance est québécoise. Nous, on le vérifie. C'est là qu'on a une valeur ajoutée aussi. Ouais, exact. Fait que je pense que quand on va arriver à dire, ben on a une masse critique en termes de visibilité. Fait que là, on est dans... Là, on commence à, tu l'as nommé, on l'a nommé tantôt, on est dans de plus en plus dans plein de secteurs. Là, il faut implanter ce processus-là avec les détaillants. C'est super qu'ils embarquent dans la parade, mais je le sais que ça va se faire graduellement, que là, il va falloir maintenir ça, il va falloir enlever des retraites. Je sais que c'est compliqué, ça se fait pas tout seul. Fait que d'établir ces partenariats forts-là, de le faire dans tous les secteurs,
Puis d'après ça, d'arriver au consommateur qui va être capable ultimement de dire c'est vraiment ce saut-là. C'est vraiment ce saut-là que je recherche parce qu'il y a un processus de vérification, puis je suis sûre que ces produits-là sont vraiment québécois. Fait que quand on va être capable d'accomplir ça, je te dirais que je vais être vraiment très, très fière. Merci Stéphane. J'ai un dernier bloc pour toi. J'ai mes questions locales à l'intérieur de ça. Il n'y a rien de compromettant. OK. Puis l'objectif, c'est juste de savoir un peu, toi, Stéphane, dans ces questions, de te découvrir un petit peu plus au niveau de tes préférences locales. Fait que on en prend 3. Oui, ben, ça ou ça? Chalet dans le Nord ou camping sauvage? Bon, facile. Qu'est-ce que tu demandes? Toi? Ouais. Moi, je pense que tu penses camping sauvage, mais c'est chalet dans le Nord. Ouais, ce serait plus rendu dans ma vie chalet dans le Nord. J'ai mon chalet de pêche en Beauce, lequel qui est vraiment mon oasis à moi, lequel j'essaie d'aller le plus régulièrement possible. C'est vraiment mon camping sauvage à moi. Ouais. Ma blonde, elle dirait que c'est très rustique. Moi, je dis que c'est très moderne. J'aime l'idée de changer d'air, changer de décor. Fait que oui, c'est ça. D'accord. Fait que... Oh, c'est technique. Qu'est-ce qui distingue le savoir-faire québécois? Oh, c'est une belle question, ça. Oh. Les Québécois, là, moi, je regarde les entrepreneurs au Québec, là. On est des gens très fiers. Cette fierté-là, c'est un vecteur de fiabilité, de partenaire d'affaires, de vouloir toujours bien faire, puis le souci de la qualité, puis donc le souci de bien faire. Puis je pense que ça, c'est ce qui nous distingue dans le monde. Cette fierté-là, OK. moi, je pense que c'est un élément, la fierté on a la fibre québécoise, mais on a une fierté au Québec. Partout, tu vas au Saguenay, tu vas en Abitibi. Moi, je me promène partout dans les régions du Québec. Je retourne en Abitibi bientôt. J'arrive du Saguenay. Je vais en Gaspésie aussi prochainement. Cette fierté-là, on la voit partout. Tu parles des entrepreneurs, ils sont fiers. Ils sont fiers de leur business, ils sont fiers de ce qu'ils font. Ils font visiter leur usine, ils sont fiers. Ils sont fiers de te montrer leurs produits. Quand tu travailles avec un entrepreneur au Québec, ils sont fiers d'être ton fournisseur. Puis ça crée des relations d'affaires que moi, je pense que c'est assez unique au Québec. Je pense qu'on fait pas juste de la business au Québec. Non, c'est vrai. On fait de l'humain. C'est vrai. Et le dernier est dans le moins. Hey, c'est le fun ton petit jeu. C'est le vote? On a vraiment Ça fait moins mal que je pensais. Et boy! On n'a pas... Et moi, tu tombes pas dans mon champ d'expertise. Quel est le plus beau bijou architectural du Québec? Oh! Pas le Château Frontenac, là. Faut que tu dises d'autres. C'est beau, le Château Frontenac. Ben oui. Moi, j'ai eu le plaisir puis le privilège de me marier à la basilique Notre-Dame. Oh! Mais pas dans la basilique, dans la chapelle de la basilique. Mais la basilique Notre-Dame, pour moi, c'est pas eu l'exposition de lumière qu'elle a, comme je vous dis. Non, en tout cas, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est le regard de l'extérieur. Tu regardes, les monuments religieux. Moi, je trouve ça très beau. Ma blonde, elle vient décourager quand on va en vacances puis que je fais juste... Ah oui, tu fais ça? Tu fais un pèlerinage? J'adore les églises. OK. Mais la basilique, pour moi, c'est puis j'aurais pu en nommer d'autres, là, mais le premier qui me vient en tête, c'est celui-là. Puis la chapelle de la basilique en arrière, qui est une chapelle ultra moderne, dans une basilique ultra conservateur. Ouais. C'est très beau, je vous invite à visiter ça. Je savais pas que c'était marié là. Oui, c'est la basilique. Ben. Céline aussi. Je le sais, c'est ça que j'ai eu en tête. Je me suis dit, Stéphane et Céline égales. Non, tu connais. Hey, merci Stéphane d'être venu. C'était super le fun de te recevoir. J'en profite juste pour te dire bravo. Hey, merci. Ce marathon-là, tu l'as pris, tu as monté une belle équipe, puis des gens qui sont très fiers de représenter aussi la marque Produits du Québec. Puis partout où tu passes, c'est une ambassadrice extraordinaire. Oh, merci. Non, mais ça prend ça parce que si on n'a pas un porteur de message qui est rassembleur, qui est positif, je te disais tantôt, notre job, c'est on est des influenceurs. Puis c'est influencer des détaillants à venir embarquer. Ils n'ont pas juste ça à faire, ils ont d'autres affaires à faire que ça, puis ils en ont vu une valeur parce que tu as réussi à les convaincre par ta passion, par tout ça. Puis moi, Produits du Québec, je te dis, avec toi en tête, je suis convaincu que ça va aller où ça doit aller. Puis ça va être super le fun, puis je suis très content que tu sois là. Merci de m'avoir invité ce matin. On est deux passionnés de l'achat québécois. On est deux passionnés, on aurait pu faire ça jusque ce soir, mais là, tu as un engagement. Exact. Fait que merci beaucoup, Stéphane.